Bonjour à tous et bienvenue sur le Dazibao en bref. Désormais, chaque épisode du podcast sera accompagné de sa version abrégée pour les auditeurs pressés. En moins de 30 minutes, mes invités se prêteront à l'exercice compliqué du résumé et de la concision. Et pour ceux qui souhaiteront poursuivre la découverte du sujet de recherche de mon invité, je vous invite à écouter la version longue de cet épisode sur le site internet du Dazibao et sur votre plateforme de podcast préférée. Je vous souhaite à tous une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue au Dazibao en bref. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Alice Mossu pour parler de son mémoire de Master 2, Écrire à son député des pas perdus, les rencontres écrites au guichet d'une députée de La République En Marche et d'un député La France Insoumise, question d'auto-habilitation et de participation. Alice nous parlera également de sa thèse en cours, qu'est-ce qu'être bien représenté, les courriers de la mal-représentation, contribution à l'étude des conceptions citoyennes de la représentation. Alice réalise présentement sa thèse à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sous la direction du professeur Julien Fretel au Centre européen de sociologie et de sciences politiques. Bonjour Alice. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec moi pour te prêter à l'exercice du Dazibao en bref. Merci beaucoup d'avoir accepté de revenir sur le podcast parce que parfois j'ai des idées qui pop comme ça et puis tu as bien voulu me suivre dans cette nouvelle idée. Donc je te remercie beaucoup de me reconsacrer du temps pour réaliser cet épisode pour nos auditeurs. Tu as été briefé sur l'exercice. On veut presque tout savoir sur ton travail. Voilà les grandes questions que tu t'es posées, les premières conclusions, les grandes conclusions que tu en as tirées dans ton mémoire et puis voir où tu en es dans ta thèse. Donc je te tends le micro, je te laisse le micro et on t'écoute avec grande attention. Allez, c'est parti. Alors moi, du coup, j'ai décidé de présenter mes recherches sous forme de réponses à des questions que les auditeurs et auditrices pourraient se poser. Du coup, j'ai proposé d'entrer dans la fabrique d'un mémoire et d'une thèse, comment ça se passe un peu en coulisses. Donc d'abord, qui suis-je? Donc Alice, je suis doctorante en sciences politiques depuis fin 2023 et j'ai fait un master de recherche en sciences politiques à l'université Paris 1 et je travaille aujourd'hui sur les interpellations écrites, courriers, courriels, messages sur les réseaux sociaux adressés aux députés. Mais du coup, comment j'en suis arrivée là? Moi, je me suis retrouvée un peu par hasard dans le monde de la recherche, alors que j'étais partie sur une démarche un peu plus professionnalisante, disons. J'ai vraiment bien aimé travailler sur mon dossier de recherche de Master 1 qui étudiait déjà les courriers adressés aux députés, mais dans une perspective qui était plus restreinte à la fois par le temps et aussi par la matière. Donc finalement, j'ai fait porter mon mémoire de Master 2 sur ce même sujet en essayant de creuser un petit peu et ensuite j'ai décidé de poursuivre sur une Et la thèse. thèse. Voilà, C'est ça. elle est arrivée. Voilà. Elle est arrivée, elle est là. Mais on peut se demander du coup, pourquoi ce sujet, quelles questions m'intéressaient. Donc, dans mon premier mémoire, je voulais savoir ce qu'il y avait dans les boîtes aux lettres des élus, en fait, dans les boîtes mail, littéralement. Donc, au début, je voulais faire des stages ou avoir accès à une boîte mail, mais c'est une matière assez sensible, hein, les élus sont pas très ouverts aux chercheurs, surtout sur cette question-là. Voilà. Donc, du coup, je suis passée par un autre biais. J'ai commencé par des entretiens avec les collaborateurs, donc voilà, les personnes qui entourent les élus dans leur travail, pour essayer de comprendre du coup à travers eux ce qu'il pouvait y avoir dans ces boîtes mail et boîtes aux lettres. Mais je m'en servais surtout comme d'un hameçon pour essayer d'attraper des stages d'observation ou voilà des choses comme ça. Mais voilà Le vice. le vice. Mais voilà le temps a avancé et les difficultés aussi. Donc du coup j'ai commencé à téléphoner dans les permanences parlementaires, donc du coup les locaux des élus là où les collaborateurs travaillent. Et je demandais à avoir des échantillons de courriers aléatoires et anonymisés, puisque du coup j'ai compris que l'anonymisation c'était vraiment la condition sine qua non pour transmettre les écrits. Donc j'ai contacté 209 parlementaires, que ce soit par mail ou par téléphone ou les deux, un bon petit paquet. Euh, et du coup j'ai fini par constituer un corpus de 252 écrits obtenus auprès de 14 permanences différentes. Et à partir de ces courriers-là, j'ai tenté de voir les modalités de présentation des citoyens ordinaires, la manière dont on présente sa requête ou son avis, et les représentations de l'institution parlementaire qui véhiculaient. Mais les conclusions étaient difficilement généralisables. Les corpus transmis, ils allaient de 5 à 40 écrits à chaque fois et venaient de régions et de partis politiques assez différents. Même s'il pouvait y avoir des débuts de réflexion intéressants du coup sur les différences rurales-urbains entre partis politiques, hommes-femmes, c'était assez difficile de contrôler mes résultats.
Donc c'est pour ça que j'ai voulu aller plus loin en essayant de récupérer l'intégralité des correspondances dans des permanences parlementaires et vérifier du coup de manière un peu plus solide mes hypothèses. Mais donc du coup, quelle est ma problématique et quelles sont mes hypothèses? Bah dis Euh, donc, quel est ton... Père Castor. Raconte-nous une histoire. Donc du coup, ma problématique, c'était comment les citoyens ordinaires en circonscription créent-ils des relations avec l'institution parlementaire au travers de leurs écrits et quelle représentation de cette dernière laisse-t-il transparaître? Avec comme questionnement derrière, dans quelle mesure l'acte d'écriture aux députés peut-il être compris comme un acte singulier sur la forme ainsi que sur le fond? Je montrais que c'était un acte coûteux d'écrire à son élu, un peu à rebours de l'idée de écrivez-nous, c'est facile. Euh, et pour moi, voilà, l'idée, c'était de montrer que la figure du député impactait l'acte d'écriture. Donc, être une femme et écrire à une femme, c'est trouver quelqu'un de sa condition. On aura plus de facilité à aller vers elle. Pareil, si on est issu de classe populaire, voilà, des choses comme ça. Euh, donc, c'était assez difficile de le prouver avec mes premiers corpus. Donc, du coup, j'ai voulu solidifier mes résultats et mes hypothèses dans le mémoire de Master 2. Donc du coup, le mémoire de Master 2, comme tu l'as rappelé, qui s'appelle Écrire à son député des pas perdus. Alors pourquoi parler de pas perdus? C'est ça qui est rigolo aussi en recherche, c'est qu'il y a des choses qui peuvent surgir de manière concomitante à d'autres et qui peuvent s'avérer intéressantes sans qu'on s'en aperçoive forcément tout de suite. Moi, au tout début, quand j'ai commencé mon mémoire de Master 2, j'avais fait une visite de l'Assemblée nationale, mais de manière totalement voilà, individuelle, pas du tout dans le cadre de ma recherche. Et on avait parlé du coup de cette salle des pas perdus. Et ça m'a donné l'idée, enfin je me suis dit tiens ça ressemble à ce que je veux montrer. Et la salle des pas perdus, donc c'est une salle qui existe à l'Assemblée, mais pas forcément que à l'Assemblée, hein. On l'a aussi dans les palais de justice, dans les gares, sûrement ailleurs aussi. Mais à l'Assemblée nationale, c'est un espace avec une histoire particulière, puisque du coup, au 19e siècle, c'était une salle où les Parisiens ou les provinciaux de passage à Paris pouvaient entrer pour passer un petit mot à leurs députés. Hmm. Et Faire du une coup, requête comme voilà, ça en disant Monsieur le député, c'est ça, j'ai quelque chose écoutez-moi. à dire. Et du coup, passer un petit mot, moi, ça m'a fait penser à mes écrits. Et je me suis dit, je peux peut-être employer les pas perdus un peu comme une métaphore, puisque les pas, ça me faisait penser un peu aux pas d'écriture, aux traces laissées sur le papier. Bon, peut-être que je suis un petit peu perchée, mais en tout cas, c'est l'idée que j'avais à ce moment-là. Et, Ok. et du coup, perdu, je trouvais que, enfin, ça collait à mes questions. Enfin, je me disais, est-ce que les personnes qui écrivent sont forcément des personnes perdues dans les méandres de l'administration, comme on le voit dans les travaux qui portent sur les courriers aux députés. Enfin, voilà, je pense à un article de 1962, donc vraiment ancien, qui justement disait que c'était, voilà, beaucoup des demandes de courtage. Donc, est-ce que c'est forcément des personnes perdues dans les méandres de l'administration? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce que c'est adressé dans le vent aussi, sans conscience de la personne derrière, ou pas forcément? Et aussi, est-ce qu'ils sont perdus vraiment au sens littéral? Est-ce que les paroles sont pas écoutées au final? Et pour moi, du coup, donc toutes ces problématiques, ça sous-tend des enjeux assez importants en sciences politiques, donc à savoir la composition du personnel politique. Moi, il y a des initiatives actuelles qui m'intéressent particulièrement, notamment sur la parité sociale. Est-ce que l'élargissement de la base sociale et genrée des professionnels de la politique peut amener à plus d'empowerment du côté des citoyens? Donc, est-ce qu'une personne élue de ma condition, donc moi j'ai plus travaillé le genre et la classe, mais il faudrait aussi parler de la race. J'ai pas eu accès à une personne racisée, mais voilà, ce serait quelque chose d'intéressant à discuter. Donc, est-ce qu'une personne de ma condition va me donner l'impression que ma voix peut compter et va m'engager à davantage participer? Ça sous-tend aussi les conditions de l'écoute représentative. Est-ce que les citoyens sont écoutés? Comment? Pourquoi? Donc du coup, ça touche vraiment à la fois aux professionnels de la politique, en leur posant la question quels effets vous avez sur les citoyens? Est-ce que répondre a un impact? Lequel? Fort ou pas? Etc. Et du côté des citoyens ordinaires, leur dire voilà, j'ai pu voir ce qu'il est fait de vos interpellations, voilà ce que je peux vous en dire. Et d'ailleurs, je suis régulièrement interpellée par mes enquêtés pour savoir comment on fait et comment on fait pour être entendu. Du coup, voilà tous les ressorts de la recherche. Mais du coup, on peut se demander maintenant comment j'ai eu accès à ces courriers et comment je m'y suis prise. Pas la partie la plus simple.
C'est Du coup, ça. On bah, a bien compris quand t'avais communiqué avec 200 ouais, 200 bureaux de députés, que t'en avais 14 qui t'avaient répondu. c'est ça. On pressent que c'est un peu compliqué. Ça part mal. Donc du coup, bah en M1, donc c'était par échantillon aléatoire, voilà, c'était pas terrible. Et donc pour avoir accès à des pans entiers d'écrits, donc il fallait pour moi obtenir des stages, en tout cas arriver à rentrer dans une permanence. Et mon statut de M2 m'a pas mal aidé, puisque pas mal de personnes demandent des stages de fin d'études. Et donc du coup, la partie recherche dans ma demande était pas trop retenue. On disait ok, bah c'est quelqu'un qui veut faire un stage. Et du coup, bah, comment on choisit les élus et les circonscriptions sur lesquelles on travaille? Bah, en fait, on choisit pas. Euh, On prend ce qu'il y on a. prend exactement ça, on prend ce qu'il y a. J'ai essayé d'être en partie stratégique quand même. Je regardais pas forcément le profil des élus, je cherchais surtout en fait à avoir des stages en circonscription puisque je savais que c'était vu comme quelque chose de moins prestigieux, disons, qu'à l'Assemblée nationale en général. Et en plus, je sais que les bureaux à l'Assemblée nationale sont exigus, donc pas facile d'embaucher beaucoup de stagiaires. Donc finalement, j'ai contacté 51 députés, donc un peu moins qu'avant pour des stages. Et finalement, je suis acceptée dans 2 permanences. Et c'était un peu des coups de chance, puisque c'était une permanence La République En Marche et une permanence LFI. L'une était plutôt urbaine, l'autre plutôt rurale. Et c'était une députée et un député. Donc il y allait avoir des points de comparaison possibles et des choses à dire. Donc au final, je fais 45 jours d'ethnographie, de participation observante auprès de la députée et 25 jours d'observation participante auprès du député. Voilà, c'est Bastien Soulier qui fait la distinction entre observation participante et participation observante, et pour moi, c'est assez représentatif, puisque dans le premier cas, je travaille d'abord et j'examine ensuite, et dans le second, c'est l'inverse. Ce qui est rigolo, c'est que même en étant sur le terrain, en fait, j'avais pas forcément une entrée de terrain. Voilà, c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'une fois en stage, c'était facile ou pas de mettre la main sur des courriers? On t'a donné les clés des boîtes aux lettres ou des boîtes mail, pas vraiment. Voilà, c'est ça. En fait, il a fallu à chaque fois montrer patte blanche, montrer que j'anonymisais, que j'étais loyale. Et en fait, chaque faux pas pouvait mener à une fermeture de terrain. Par exemple, je sais que j'ai fait une erreur dans la réponse envoyée à une administrée et la députée qui avait beaucoup l'œil sur les réponses m'avait fait des remarques. Et là, on a peur de perdre sa donnée, justement. Donc, c'est un peu un jeu d'équilibriste. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'étonnamment, c'est pas des entreprises qui sont très bien organisées, sans parler uniquement des deux là spécifiquement, mais contrairement aux États-Unis, le traitement des dossiers, de la demande, de la communication, tout ça, c'est pas très professionnalisé. Et donc du coup, dans la première permanence, on me disait, bah, hésite pas si t'as des idées. Donc parfois ça pouvait me faciliter un peu l'entrée sur le terrain. Et donc, du coup, qu'est-ce que j'ai récolté au final? Au final, j'ai récolté 1200 courriels entre juin 2017 et mars 2023, au total, dans les 2 permanences cumulées. Mais ensuite, j'ai circonscrit mes bandes chronologiques à juin 2022 jusqu'à mars 2023 pour avoir une base de comparaison. Ce qui fait que du coup, j'ai 580 écrits auprès des députés LFI et 525 du côté de la députée La République En Marche. Et donc maintenant, la question que tout le monde se pose, qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'on trouve dans des courriers adressés Tu aux fais du députés? suspense, c'est trop bien, on a trop du suspense. Allez, on tease un petit peu. Voilà. Donc du coup, la difficulté, c'est que c'est un outil de travail, en fait, ces courriers et ces mails. Donc du coup, moi, j'arrive là-dedans, il faut que je trie tout ça. Et c'est pas non plus facile de déterminer le nombre quotidien qu'on peut avoir de mails. Enfin, en fait, la députée, elle indiquait recevoir 400 mails par semaine, dont 50 traitables. Donc voilà, ça redescend un petit peu le chiffre. Je pense qu'on se risque pas à dire que les députés reçoivent à peu près au moins une centaine de mails courriers par jour, avec voilà une partie plus ou moins traitable. En sachant qu'il y a une grosse partie que j'appelle les copier-coller, donc c'est des choses qui sont produites par des associations et des citoyens lambda entre leur adresse postale et hop, ça envoie directement une interpellation à leur député, au bon député. Du coup, il y a pas vraiment de classement officiel, bah, contrairement au service de la correspondance présidentielle, par exemple, où on a d'un côté les requêtes, de l'autre côté les opinions, même si du coup la distinction peut être questionnée. Là, on n'a pas de distinction. Si je m'appuie sur un carton de courrier, on a des courriers institutionnels, invitations aux expositions, débats, conférences, projections, des vœux, des courriers informationnels, des newsletters auxquels des personnes abonnent les députés, des brochures, des journaux locaux, les courriers réservés de journalistes, d'écrivains, d'intellectuels, et les écrits de citoyens ordinaires, en sachant qu'on a deux types de courriers. On a les citoyens organisés en association, en syndicat, et les citoyens ordinaires non organisés, ceux que j'analyse, donc ceux qui ne sont pas dans des associations qui écrivent de leur propre chef.
Donc finalement, à peu près la moitié est analysée dans mon mémoire, donc j'en analyse 130 à peu près pour la députée La République En Marche et 180 pour l'élu LFI. Et donc du coup, est-ce que j'ai des exemples un petit peu pour qu'on puisse se figurer tout ça? De quoi Euh, on parle? Qu'est-ce que quand les gens écrivent, de quoi ils parlent à leurs députés? Qu'est-ce qu'ils disent? Enfin, qu'est-ce qu'ils demandent en Euh, fait? D'abord, on a justement des demandes de logement. Monsieur, je viens auprès de vous pour solliciter de l'aide. Je suis handicapé physique. Malgré cela, j'ai toujours eu des appartements non adaptés en centre-ville. Je recherche activement un appartement en centre-ville, etc. On a des demandes d'intervention locale. Bonjour monsieur le député, cela faisait un petit moment que je n'avais pas pris le train à la gare de Trois Petits Points. En le prenant hier, je me rends compte que au moins une vingtaine d'arbres, source de fraîcheur, d'ombrage et de charme, ont été abattus. Quand allons-nous arrêter pour nos enfants surtout d'aller droit dans le mur? On a aussi bonjour monsieur le député, je tiens à vous exprimer la colère que j'éprouve après les exactions des forces de l'ordre lors de la manifestation de l'intersyndicale donc qui avait lieu dans la circonscription. Et est-ce qu'il y a des choses plus politiques du coup? Donc on voit qu'il y a vraiment des demandes liées au logement, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres choses? Alors oui, on a des témoignages, des opinions. Par exemple, je suis professeur de sciences de la vie et de la terre au collège, me permet d'attirer votre attention sur le choc des savoirs que le gouvernement veut mettre en place dans les collèges. Une des mesures implique de former des groupes de niveau en français et mathématiques, etc. Voilà, vous remerciant pour votre bienveillante intention, donc vraiment porter le témoignage en tant qu'enseignante. Parfois, on a des captures d'écran où voilà, les citoyens montrent vraiment ce que c'est que, par exemple, d'être suivi par France Travail. On a ce genre de choses. On a aussi des écritures un peu plus rageuses, enfin qui semblent plus rageuses, un peu écrites sur un coup de tête. Monsieur, demain c'est la rentrée de mon épouse. Elle est AESH, s'occupe de deux enfants en situation de handicap. 700 € par mois pour un travail qui n'est pas de tout repos. Comment voulez-vous recruter et conserver ces personnels dans ces conditions? Donc on a voilà des choses où il y a vraiment l'événement qui vient en même temps qui va du coup Qui lancer l'acte justifie d'écriture, l'écrit en fait. Voilà, c'est ça, ouais. c'est ça. Voilà, on a ce genre d'écrit là. Est-ce qu'on a des choses bizarres aussi, des trucs inattendus auxquels je m'attendais pas? Alors ça, oui. Et les députés aussi, je pense, ne s'y attendaient pas. Par exemple, bonjour, c'est un témoignage important que je vous présente. Un humain est attaqué par des extraterrestres et c'est toute l'humanité qui est blessée. Mon nom s'est ajouté à la triste longue liste des personnes ayant subi une ou des agressions d'origine extraterrestre non reconnues par les États. Donc voilà, ce genre d'écrit est pas rare, donc avec toutes sortes d'écrits qu'on pourrait qualifier de complotistes, voilà. Et donc ça fait souvent rire les équipes et les élus. Parfois certains y répondent, d'autres non. Voilà, on se retrouve face à ça J'avoue, aussi. ça doit être compliqué de se dire alors qu'est-ce que je peux Qu'est-ce que je répondre vais à répondre? ça? Qu'est-ce que je peux dire? Il faut, voilà, c'est ça, parce que j'imagine que tu vas en parler, faut-il répondre? Puis en plus, Mais oui, c'est vrai voilà. que sur des sujets comme ça, Puis ça peut écoutez, lancer aussi voilà. dans une discussion qui s'arrête jamais Ah aussi. ouais, c'est sans fin là, ouais. Donc voilà. Donc du coup, est-ce que c'est des personnes, pour répondre à mes questions, est-ce que c'est des personnes qui écrivent, est-ce que c'est forcément des personnes perdues dans les mains de l'administration? Non, pour moi, pas forcément. Le nombre de ce que j'appelle d'écrits aux référents particuliers, donc qui traite vraiment d'un problème particulier, qui appelle une réponse particulière, pour moi, ça tend à augmenter, mais si on est dans des circonscriptions plus populaires. Et pour moi, de manière générale, il faut s'interroger sur justement l'augmentation des écrits au référent général, donc qui parle plus de collectif, etc. Est-ce que c'est adressé dans le vent, donc sans conscience de la personne derrière ou pas forcément? Du coup, pour répondre à ça, moi j'ai utilisé les modalités de présentation des scripteurs que j'analyse davantage dans la version longue du Dazibao. Je me suis dit que du coup, ça pouvait être des témoins, des mesures de la légitimité qu'on peut avoir ou non à s'adresser à un élu en particulier en fonction des caractéristiques sociales. Par exemple, dans le cas de mon élu de zone rurale qui est de classe moyenne populaire, une scripteuse s'adresse à lui sans entrée ni sortie particulière et pour moi, le député lui-même fait que c'est moins compliqué d'écrire, de l'interpeller et donc du coup là, je rejoins le travail de Sabine Rosier qui travaillait sur les lettres adressées à un député communiste où elle explique que le député lui-même est carburant des interpellations puisqu'il n'apparaît pas comme un professionnel de la politique comme les autres. Donc c'est Donc plus voilà. facile en fait de s'adresser à lui, quoi. Il n'y a pas de barrière qui ferait peur. Voilà. Voilà, on s'adresse à quelqu'un qui nous ressemble, enfin en tout cas voilà, on retrouve chez l'autre quelque chose qui nous habilite à écrire. Justement, j'ai regardé aussi, bah, est-ce qu'on s'adresse plus facilement à une femme? Donc j'ai regardé le corpus de la députée, et en fait on voit pas plus de femmes que d'hommes chez la députée par rapport aux députés. Mais quand on regarde les postures adoptées par les scriptrices, on voit que la proposition politique, elle est assez intéressante, cette posture-là,
puisqu'elle est en deuxième place dans toutes les postures dans le corpus adressé à la députée, alors qu'elle redescend en septième place chez le député. Moi, je me dis, voilà, la parole politique des femmes est facilitée lorsque l'interlocuteur est une interlocutrice, en fait. J'ai aussi utilisé les couples présentation de soi exigence. Donc en fait, la manière dont on se présente et ce qu'on va demander dans ce même mail, dans cette même interpellation. Voilà, il y a par exemple pas de présentation, citoyen, électeur, représentant, et ça colle à chaque fois à un niveau d'exigence. Voilà, plus on est électeur, expert, plus on va pouvoir exiger. Mais comme s'il y avait une habilitation plus forte du côté de l'élu, puisque de classe populaire, et donc du coup la catégorie de citoyen et d'électeur permettrait d'exiger ce qu'on retrouve pas dans les écrits adressés à la députée. Du coup, comment on se représente l'élu dans ces courriers? Euh, Moi, ce que je vois dans les courriers voilà, de demande, c'est que c'est la connaissance de ceux qui n'en ont pas, qui seraient en relation directe avec les ministres, un petit peu la réincarnation du roi de France, voilà, qui pourrait tout guérir, avec une notion de care, de protection des sujets, entre guillemets, avec peut-être un député de l'opposition moins omnipotent. Et pour les écrits au référent général, donc entre guillemets plus politique, voilà, c'est vraiment pour schématiser, il serait garant du système, garant des institutions qui devraient pallier aux faiblesses des journalistes, d'autres institutions, etc. Il est doté d'une grandeur, mais aussi, en même temps, il doit être plein de bon sens, aussi. C'est ce que je retrouve. Et d'ailleurs, j'ai l'impression Supposément, quoi. que... Ouais, voilà, c'est ça. Et, et souvent, quand on écrit, j'ai l'impression que c'est pour sortir l'élu des logiques partisanes et de lui faire retrouver ce bon sens, entre guillemets. De ramener les pieds sur terre, genre regarder les vrais problèmes, les vrais sujets, Écoutez-nous, quoi. voilà, pendant la réforme des retraites, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu. Hein, ça, posez vos fiches de VRP, c'est le genre de truc que j'ai entendu. Ok. Est-ce que les écrits, du coup, sont perdus dans le sens où les paroles ne sont pas écoutées? Maintenant, passons du côté de la réception. Pour ça, il faut voir du côté des collaborateurs parlementaires. Donc d'abord, qui sont-ils? Qu'est-ce que c'est qu'être collaborateur? Donc les assistants parlementaires, ils ont été mis en lumière avec l'affaire Fillon, entre autres. En général, ils sont trois, parfois ça va jusqu'à cinq, ça m'est arrivé de voir plus, mais c'est quand même assez rare. Souvent, on a un assistant à Paris qui va s'occuper de la légistique, proposition de loi, amendements, etc. On a deux assistants en circonscription, souvent assistantes, voilà, qui sont peut-être plus militants, moins diplômés. Parfois, on a quelqu'un à la communication aussi, mais pas toujours, assez peu même. Il y a assez peu de spécialisation de la communication, ça dépend des partis. Et justement, qu'en est-il des interpellations sur les réseaux sociaux? Alors pour moi, les réseaux sociaux, c'est vraiment la tâche obligatoire, mais assez peu appréciée des collaborateurs, même si ça peut varier, hein, parce que la communication, elle est souvent contrainte par le parti. C'est difficile de faire jouer l'instantanéité, puisque l'élu souvent demande à ce qu'on lui demande justement son avis avant de répondre. Donc voilà, parfois on a des messages privés, assez peu, un peu des commentaires sur Facebook, donc ce qui montre aussi un petit peu l'âge que peuvent avoir les scripteurs. Et parfois, du coup, les réseaux, ça peut aussi mettre en danger les collaborateurs, puisqu'on peut venir les interpeller sur leur profil personnel aussi. Est-ce que c'est facile de s'entretenir avec des collaborateurs? Pas toujours. Ils sont très pris, souvent soumis à l'emploi du temps très changeant de leur patron. Donc voilà, ça c'est pour un peu découvrir les coulisses de l'enquête. Comment ils traitent? Alors d'abord, souvent on a priorité à la circonscription, même s'il y a des différences en fonction des équipes. Parfois, l'élu gère seul et donne des consignes aux collabs. Parfois, c'est les collaborateurs qui sont en première ligne. Voilà, ça dépend. Et du coup, comment ils font face aux demandes de services? Alors souvent, on me dit, obligation de moyens, pas de résultat. Il y a beaucoup l'enjeu de faire des courriers, des écrits, beaucoup d'actions symboliques pour montrer qu'on fait quelque chose et de montrer aux personnes qui écrivent. Parfois, ça mène à un déblocage, parfois pas forcément. Comment ils font face aux demandes politiques? Alors, quand c'est des écrits copier-coller, on répond parfois en copier-coller, parfois non. Parfois, on fait venir les personnes à la permanence, parfois, on les appelle directement au téléphone. Voilà, ça dépend. Et du coup, qui s'en occupe de ces courriers, de ces mails? Donc, c'est souvent l'attaché en circonscription, mais dans ces métiers surchauffés et qui peuvent faire face à du rush, tout le monde est amené à les voir et parfois à les traiter. Souvent, c'est pas vu comme la tâche noble. Voilà, dans mon cas, on file ça à la stagiaire, entre guillemets. On a de la grosse irrégularité dans le traitement. C'est pas forcément ceux présents à la permanence qui sont en charge du contact. C'est pas ce que les collaborateurs préfèrent faire. Ils préfèrent souvent passer moins de temps là-dessus. Mais c'est un peu le risque nécessaire. On veut pas être attrapé par la veste par quelqu'un sur le marché, voilà, à qui on n'aurait pas répondu. Les interventions directes sont limitées, mais en fait, les courriers, ça permet
un travail de justification permanent pour les élus, en fait. Ça amène à des remises en question et à devoir formuler des réponses, expliciter les choix politiques. Mais donc, du coup, ça, c'est que j'ai vu ça qu'à partir de mes 2 permanences. Est-ce que j'ai des conclusions plus vastes? Alors oui, grâce à mon travail de thèse aujourd'hui. Du coup, là, j'ai fait 57 entretiens avec des collaborateurs parlementaires de tous bords politiques, qui ont tout type de positionnement dans l'équipe, donc en circonscription à l'Assemblée, de tout âge, de tout parcours. Et justement, j'essaye de regarder comment le parcours peut influencer la manière dont ils réceptionnent. Et moi, j'ai l'impression que la manière dont est vécu le travail de collaborateur parlementaire a une influence sur l'appréhension du citoyen écrivant. J'ai pu appréhender les mobilités sociales, donc qu'elles soient intergénérationnelles ou intragénérationnelles. Et j'ai l'impression que quand on a une mobilité ascendante, le rapport au citoyen va être plus positif, entre guillemets. Par exemple, voilà, un collaborateur dont la mère est femme de ménage, qui a vu le métier de collaborateur parlementaire, il est à Paris, lui, vraiment comme une opportunité. Lui, vraiment, il a un rapport assez positif aux citoyens. Il sociologise beaucoup les interpellations, probablement dû à son parcours transclasse. Voilà, il explique les gens qui nous écrivent, ils n'ont pas forcément toujours le même parcours que nous, pas la même éducation, pas forcément l'habitude d'écrire. Sauf qu'en fait, voilà, du coup, on va avoir une image de ce scripteur et en fait, il peut y avoir une information ou deux très importante dans ces mails. J'ai analysé aussi les diplômes. Pour moi, voilà, les diplômes les plus professionnalisants, disons, donc voilà, sciences politiques, affaires publiques, administration, ça mène pas forcément à un rapport plus positif. On va retrouver des rapports positifs chez des diplômés de matières assez éclectiques, on va dire. Voilà, de lettres, de communication, lutte contre les discriminations, même si on retrouve quand même hein, des personnes diplômées de sciences politiques, de droit, dans Qui sont ces... sympas, quoi. Voilà, ils sont quand même sympas, je suis pas en train de dire... voilà. Donc voilà. Aussi, j'ai analysé la manière dont on rentre dans le métier, donc si c'est par le hasard, par un militantisme léger, affirmé, logique professionnelle. Et pour moi, voilà, le rapport est positif quand on rentre par hasard ou quand on a un militantisme léger, voire affirmé. Et plus on rentre dans une logique politique professionnelle pure, plus on va avoir un rapport difficile. Voilà, donc ça, c'est assez intéressant. Et de l'autre côté, quand on est dans une logique de carrière professionnalisée pure, le rapport va être plus difficile. Et je vois ça aussi avec ce que j'appelle le potentiel de professionnalisation, donc en fait la manière dont on se projette dans le... si on souhaite continuer en politique ou pas. Et j'ai l'impression que quand on aspire à la professionnalisation, c'est comme si on intériorisait les règles du jeu politique qui disent qu'il ne faut, voilà, qu'il ne faut pas trop prêter attention et trop, entre guillemets, s'engluer dans les cas des scripteurs. Pour moi, voilà, ceux qui ne s'accrochent pas à la fonction et se projettent pas une évolution de carrière en cabinet, par exemple, c'est ceux qui prêtent le plus attention aux écrivains. Et on retrouve aussi une forme d'attachement pour ceux qui veulent se professionnaliser, mais plutôt au niveau local. Donc il faut faire aussi une différence dans les échelles de professionnalisation. J'ai aussi regardé la condition du métier de collaborateur à l'heure actuelle. Et à plusieurs reprises, on m'a dit que les conditions n'étaient pas réunies pour exercer correctement le métier, donc souvent pas assez de bras. On a aussi l'idée que le contexte politique est super instable. Voilà, vous savez plus de quoi demain sera fait, vous savez plus dans quelle équipe vous jouez. On a aussi l'idée de, bah, quand vous entendez la détresse et la réponse venant d'en haut, a l'air tellement déconnectée et tellement, on a l'impression qu'on crie dans le désert. C'est comme si en fait l'ingratitude venant d'en haut pour les collaborateurs parlementaires venait rencontrer l'ingratitude d'en bas et donc du coup que c'était plus compliqué de répondre aux écrits. Voilà, j'ai aussi travaillé les cadres de travail, donc les conditions socio-économiques des circonscriptions. Là où elles sont les plus rurales, pour moi, c'est là où il y a l'interconnaissance qui est la plus importante. Donc, du coup, on est déjà interpellé dans la rue, donc avoir des interpellations écrites, c'est vraiment le trop plein. On a aussi des conditions socio-économiques désavantageuses qui parfois peuvent amener à considérer les écrits comme des bombes à retardement. Voilà, je pense à une collaboratrice de Seine-Saint-Denis qui nous expliquait qu'il pouvait y avoir des dossiers très compliqués avec des personnes qui vont être expulsées, des familles avec des enfants ou des femmes enceintes, et elle explique que on sait que ce sont des dossiers qui vont rapidement devenir médiatiques ou qui risquent d'être portés à un niveau départemental, régional, voire sénatorial. Ça révèle aussi qu'une interpellation prend de l'importance si elle peut partir en dossier médiatique. Ça, c'est quelque chose qui est aussi intéressant à noter.
Et on a des organisations d'équipe qui sont plus propices à un traitement approfondi. Donc, quand la députée est questeur, elle a des moyens en plus. Donc ça aide aussi à traiter plus en profondeur. Et j'ai l'impression aussi que quand le collaborateur qui est le plus en charge de répondre aux écrits n'a pas que ça comme tâche, voilà, s'il a aussi des petites tâches de collaborateur parisien, entre guillemets, il va être plus enclin à l'écoute, disons. Et du coup, est-ce qu'à l'inverse, les écrits peuvent avoir des effets sur les collaborateurs? Ça, c'est une question que je me pose aussi. Et moi, j'ai l'impression que la confrontation aux interpellations de tout type va créer chez les assistants parlementaires comme une forme de peur du citoyen lambda, puisque du coup, ça peut mettre un peu en porte-à-faux dans le cadre professionnel. Par exemple, voilà, des menaces de suicide, des choses de ce type. Ça crée aussi un citoyen qui réagirait un peu par à-coup, par affect, et ça place, comme je disais aussi, face à l'exigence et à l'ingratitude. Voilà, j'ai l'exemple d'une collaboratrice qui disait, mais putain, mais tout ce qu'on fait et que vous ne voyez pas, euh, voilà, ça place aussi face à ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Du coup, je cherche à faire des entretiens avec les personnes qui écrivent aux députés pour connaître leur expérience, leur profil, faire une typologie des écrivains, qui sont-ils, même si j'ai quelques éléments. Et je fais des entretiens avec les députés pour connaître leur rapport au populaire, pas seulement aux classes populaires, mais au sens de profane, ordinaire, peu doté en compétences politiques. Donc voilà. Donc maintenant, j'essaie de connaître le dernier élément de la chaîne de délégation. Affaire à suivre. Il te reste combien de temps là pour ta thèse? Enfin, Euh, tu prévois de... J'aimerais bien finir en décembre 2027, mais à voir. Ok. À voir. Et puis de toute façon, si les auditeurs veulent en savoir plus, bah il y a le gros épisode du Dazibao, l'épisode traditionnel qui t'est consacré, voilà, qui dure beaucoup plus longtemps. Voilà, donc si les auditeurs veulent en savoir plus, et ben je les réfère directement au site internet du Dazibao pour aller écouter tout ça. Voilà, merci beaucoup Alice. Merci à toi. À bientôt, bye bye. À bientôt. Waiting for nothing. This is real.